Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur les Thoughts d'un chef. Aujourd'hui, une petite vidéo plus courte, plus simple, que j'ai pas vraiment préparée à vrai dire. J'ai pas lu de livre en la préparant, j'ai tout fait un peu à l'arrache. En fait, je voulais juste blablater un petit peu aujourd'hui en attendant la vidéo prochaine. À l'origine de cette vidéo, il y avait un commentaire que j'avais lu sur internet et qui, ça m'a un peu interpellé, soutenait la thèse suivante: Hitler est de gauche. Et c'est pas la première fois que j'entends ce genre de propos d'ailleurs, ou que je les lis. Affirmation qui était immédiatement suivie par une argumentation aussi audacieuse que, à mon sens, peu convaincante. Et c'est ici qu'est le point de départ de cette petite vidéo sans prétention. Alors je vous arrête tout de suite, nous n'allons pas aujourd'hui parler du Troisième Reich, s'appesantir sur le fait de savoir s'il est plutôt de droite ou de gauche. C'est pas forcément ce qui me turlupine aujourd'hui. Par contre, je voulais mentionner en quoi cette affirmation m'a un peu gêné. Il est entendu que ce n'est pas le côté bancal de la thèse qui m'a gêné, parce qu'il n'y a pas de question bête après tout. On peut discuter de tout et j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est plutôt la façon dont la question est formulée. On aura reconnu tout de suite un certain type de questions ou un certain type de thèse qui ne peuvent pas être neutres, parce que plus qu'une question, c'est un soupir ou un cri, celui d'une droite qui est complexée, qui cherche donc à se décomplexer et qui se sent obligée de se justifier de ce qu'elle pense être son passé. Elle a l'impression d'avoir fauté, elle a l'impression d'avoir à expier quelque chose. Et c'est ça qui m'a intrigué. Parce que la question en elle-même, Hitler est-il de gauche ? J'ai envie de dire, elle n'est pas très intéressante. Il est évident que Hitler, dans le fond, a joué prioritairement et surjoué même sur les réflexes droitards d'un public qui à l'époque était hanté par la menace du bolchevisme. Évidemment, et on peut comprendre, parce que à cette époque-là, Staline était en train de faire découvrir les merveilles et les joies de l'égalité sociale aux paysans russo-ukrainiens. Le bolchevisme n'était pas au top de sa sympathie. Hitler a répondu à des attentes et a tout fait pour répondre à des attentes qui étaient celles de la droite allemande de 1933. Je pense que ça a été quand même son gros vivier. Après, est-ce qu'il a recyclé certains affects qui étaient ceux des milieux révolutionnaires, ouvriers? J'ai tendance à penser que oui, en tout cas c'est ce qui s'est passé en Italie. Parce que les milieux fascistes et les milieux socialistes étaient très proches à l'origine, même sociologiquement. Et le fait que son parti contienne le mot socialiste ne veut pas dire du tout qu'il soit socialiste. Non, il ne faut pas du tout la socialisation des moyens de production, ça vous pouvez oublier ça. Bref, pour moi cette question je ne vais pas forcément l'explorer de fond en comble. À ce sujet il me semble que Yann Toucourt nous a bricolé un petit debunk expéditif et autoritaire comme il en a le secret. Mais moi, c'est pas ça qui m'a dérangé. Ce qui me dérange, c'est pas le fait que cette thèse ait été formulée, c'est plutôt la façon dont elle a été formulée. Je pense que la droite a toujours subi un opprobre par rapport à ça. Elle a besoin de se décomplexer. C'est donc qu'elle est complexée. Et c'est ce complexe que je ne comprends pas, que je n'arrive pas à admettre. Pour des raisons très générales, beaucoup plus générales. C'est que, je vais vous faire un aveu, les mots gauche et droite, moi, quand je les entends, j'ai envie de me jeter dans un bain d'acide. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de me doucher à l'acide chlorhydrique. Vous allez me demander pourquoi, et je vais vous répondre juste après un petit jingle, mais qui sera très rapide parce que je suis un petit peu pressé aujourd'hui. Bon, évidemment, le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on met derrière ces étiquettes. Et donc, je vais essayer de prendre quelques exemples pour que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Commençons par la nation. On va commencer par ça. C'est de droite, la nation. Ah si, c'est de droite. Oui, parce que d'ailleurs, il y a le Rassemblement national, il y a le Front national et tout. Donc bref, la nation, c'est de droite. C'est une façon de personnaliser une communauté historique à peu près homogène, afin que ses membres puissent avoir quelque chose à protéger quand on les attaque. Si on attaque une partie de la nation, on attaque toute la nation. Et là, elle peut se soulever, prendre les armes, se défendre. Le Vendéen ne vit pas en Alsace, il n'est pas alsacien, mais il se bat pour l'Alsace-Lorraine, du fait sans doute de son appartenance nationale.
c'est la référence identitaire par excellence, c'est de droite. Mais la nation, est-ce que c'est pas de gauche en fait? Est-ce qu'elle serait pas le produit historique concret du contrat social de Rousseau? La nation, c'est pas le mot préféré de Robespierre après tout? Elle est d'ailleurs caractéristique du 19e siècle, le siècle des nationalismes. Pourquoi? Parce que c'est le siècle post-révolutionnaire, celui qui découle de l'interprétation des acquis de la Révolution française. Pourquoi? La nation, c'est ce qui doit exprimer la volonté générale. Quand vous êtes en train de fabriquer une république, vous composez une assemblée, laquelle est chargée de représenter quoi? La nation. C'est l'Assemblée nationale. Donc si vous faites une croix sur la nation, vous faites une croix sur l'Assemblée nationale. Le peuple n'étant plus incorporé pour faire entendre sa volonté, on ne sait plus très bien comment va se réaliser la démocratie. Ça vous paraît tordu comme raisonnement? C'est vrai que personne ne réfléchit comme ça aujourd'hui. Mais mes petits amis, sachez qu'au 19e siècle, c'était le cœur du raisonnement. Quand la France se bat contre les nations d'Europe entre 1792 et 1801, on va laisser de côté Napoléon, mais en fait Napoléon aussi, d'une certaine façon, elle se bat pour l'Europe des nations, contre l'Europe des princes. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Les nationalismes républicains font appel aux valeurs des Lumières, ils recrutent leurs élites dans la franc-maçonnerie ou dans la charbonnerie, qui sont pétries des valeurs des Lumières. La nation italienne se forme par les Lumières contre le pape, la nation hongroise contre l'empereur d'Autriche, la Pologne contre le tsar, la nation turque est fondée par un mouvement qui commémore le 14 juillet. Et on peut encore dérouler, le fondateur de la nation d'Israël, c'est un parti travailliste. Donc je suis désolé, la nation est-elle de droite ou est-elle de gauche? Soit la réponse a évolué au fil du temps, soit la question est mal posée. Et si vous voulez mon avis, c'est qu'elle est mal posée. Parce qu'à mon avis, le concept de nation, c'est un tout. Et que vous ne pouvez pas choisir uniquement de le regarder sous un certain angle. Il faut le prendre dans son entier, comprendre ce qu'il a pu impliquer dans l'histoire. Il faut prendre du recul. On va prendre un deuxième exemple pour que vous compreniez. Le libéralisme. Le libéralisme, c'est sens-toi libre de commercer, de t'exprimer, d'entreprendre, mais assume le fruit de ta liberté. C'est ça, le discours libéral, on va dire, basique. Assume le fruit de ta liberté. Si ta liberté t'a mené à la ruine, ne supplie pas le système de te sauver. Tu as fait de mauvais choix, assume-les. Si tu en as usé en paresseux de ta liberté, tant pis pour toi. Si tu as réussi, tant mieux pour toi. On entend bien cette petite musique très responsabilisante, peu encline à la pitié. On veut des citoyens qui pensent que leur malheur n'est que le produit de leurs actes, qu'ils n'ont pas à se plaindre. Alors ça sonne de droite, parce que ça sonne pas insoumis en tout cas. C'est pas avec ça qu'on va lanterner des aristos. Mais le libéralisme, c'est aussi la disparition des tarifs, et donc l'interdiction de la préférence nationale, et donc des frontières. C'est le parti conservateur anglais en 1932 qui rétablit le protectionnisme contre le parti libéral. C'est Mussolini en Italie qui veut se rapprocher de l'autarcie pour proposer un contre-modèle au libéralisme. Et c'est pas qu'une question d'économie, fais ce que tu veux. Ça fragilise l'autorité, ça dissout les églises traditionnelles, non pas les religions, mais les églises, les religions instituées, qui donnent des exigences morales et ont des commandements et des repères éthiques. Le libéralisme ouvre la porte au dénigrement des institutions, qui fonctionnent toujours avec un minimum de coercition, à commencer par l'institution par excellence qui est l'État. On comprend pourquoi les grands penseurs de la liberté en Angleterre sont plutôt des libres penseurs, comme Bentham, pour qui le libéralisme va de pair avec l'abolition de l'esclavage, avec la séparation de l'Église et de l'État, avec la décriminalisation de l'homosexualité. Tout ça, c'était dans le même bain d'idées. Et aujourd'hui, vous pouvez les opposer. Mais à l'époque, ça allait avec. C'était dans le package. Jérémy Bentham, aujourd'hui, il serait très surpris. Il nous dirait « C'est marrant ça, vous avez tourné certaines de mes idées contre d'autres de mes idées. Et vous en avez fait une opposition fondamentale entre la droite et la gauche. Mais pour moi, elles formaient un tout. » Bon, est-ce que vous voulez pas un troisième exemple? Je sens que vous voulez un troisième exemple. Prenons la politique agricole... Quoi? Vous voulez qu'on parle des Juifs? Bon, allez, parlons des Juifs. D'ailleurs, c'est super parce que c'est un sujet où on est très libre de parler en ce moment. Bon, je ne vous tannerai pas avec cette abominable tendance en ce moment à considérer toute critique de l'État d'Israël
Comme dans l'antisémitisme, c'est absolument pas le sujet, vous pouvez oublier cette idée. Non, la question en soi, par contre, est légitime. L'antisémitisme, il est de droite ou de gauche. Aujourd'hui, il y a une confusion sur ça, puisque cette épithète infamant vient récemment d'être retournée. La droite, historiquement, est accusée de, maintenant c'est la gauche, bon, d'accord. Et au risque de vous surprendre, eh bien, ça fait très longtemps qu'il y a, je trouve, une ambiguïté à ce sujet, et donc je voulais vous en parler brièvement. Il faut savoir une chose, c'est que dans l'histoire, le peuple, la plèbe, généralement, n'aime pas beaucoup les juifs. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être d'un parti ou d'un autre parti, c'est surtout que, historiquement, les juifs passent pour avoir réussi socialement, du fait même de leur entraide communautaire. Or, c'est plutôt une constante, tout communautarisme qui réussit socialement est suspect aux yeux du peuple. Et c'est pour cette raison qu'on n'aime pas spécialement les Arméniens dans l'Empire ottoman, ni les Tutsis au Rwanda, ni les Indiens en Afrique de l'Est, etc. Une catégorie différente qui s'enrichit par l'entraide, entraide ça veut dire aussi piston, tout ça, ben c'est mal vu. Et je vais vous dire, ça a toujours été mal vu. Mais ça l'est d'autant plus après la Révolution française. Si vous voulez un cas typique, un cas qui pousse le principe à son extrémité, c'est la Turquie. Les Turcs ont vite compris le délire. Ils se sont mis à l'école révolutionnaire et immédiatement après, ils ont fait leur génocide. Alors nous, évidemment, ça s'est pas du tout fait aussi simplement. Pas du tout. Il existe bien un lien. Ce lien, il n'est pas du tout idéologique. Il est affectif. Vraiment, c'est une réalité affective. Parce qu'on nous a dit que les privilèges n'existaient plus. On nous l'a dit. Et donc, ils ne doivent plus exister. Ce n'est pas admissible. Raison supplémentaire de haïr ceux qui, par communauté, continuent d'avoir des formes fictives de privilèges. C'est un peu comme dire du mal des bourgeois, si vous voulez. Le petit ouvrier, il dit toujours du mal des bourgeois. Ça fait presque partie du métier, j'ai envie de dire. Mais dans une certaine limite. Jusqu'à ce qu'il s'élève socialement lui-même et qu'il en devienne un. C'est toujours comme ça, on déteste les bourgeois jusqu'à ce qu'on en devienne un. D'accord, mais si le bourgeois il est juif, si on dénonce le capitalisme, juif, mais il n'y a pas ce risque. Il peut être haï jusqu'à la fin des temps, puisqu'il a la double stigmate de la réussite sociale et de la différence. J'ai jamais pensé qu'Hitler était de gauche. Il déteste la révolution, tout ça. Mais l'antisémitisme sur lequel il a capitalisé est en partie issu non de l'idéal, mais de l'aigreur révolutionnaire. La jalousie, si vous préférez. Quand je vous dis que l'antisémitisme a des origines affectives, tout le monde a profité de cette aigreur. La droite comme la gauche. L'Action française a bien remarqué qu'elle faisait ça le comble, depuis qu'elle avait embauché Drummond. Donc il ne faut pas s'étonner si des gens comme Jean Jaurès ont pu tenir des propos ambigus sur les juifs. On est jaloux de celui qui réussit, et d'autant plus de celui qui réussit pour une raison qui nous sera à jamais inaccessible. Et en ce sens, les juifs étaient susceptibles de se retrouver broyés dans un monde où la plèbe aura suffisamment intériorisé la violence. Parce qu'à l'inverse, pour l'aristocrate, du point de vue de la morale aristocratique, il est tout à fait normal que nous soyons inégaux. C'est ça la morale aristocratique. Il n'y a rien de répréhensible à ce que les juifs aient réussi leur vie. Ils sont malins, tant mieux pour eux. Puisqu'ils ont été intelligents et soudés, cela leur vaut le mérite et non le blâme. Même Nietzsche, qui a eu son rôle pourtant dans l'émergence du fascisme, était personnellement d'accord là-dessus. L'antisémitisme n'est pas du tout un héritage idéologique de la Révolution, mais il en est un héritage affectif. Bref, pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire que droite et gauche, c'est des catégories sacrément floues et il ne faut pas du tout les voir comme des choses qui ne s'interpénètrent pas. Il ne faut pas du tout les voir comme des entités cloisonnées. Je ne dis pas que ces mots ne veulent rien dire. Je dis qu'ils ne veulent pas dire grand-chose et que dès qu'on les utilise, on se met à ignorer certaines liaisons politiques, certaines parentés historiques. On ne se rend pas compte que, je sais pas, Jules Ferry, républicain de gauche, républicain opportuniste, s'il apparaissait parmi nous aujourd'hui, il y a fort à parier que les médias le dénoncent comme une dangereuse figure de l'extrême droite. De même, la droite est-elle coloniale? Elle peut l'être.
Mais la gauche n'est-elle pas colonisée? La droite n'est-elle pas émancipée? C'est très flou, c'est extrêmement flou. Je ne dis pas que vous ne trouverez jamais une logique derrière les prises de position qui ont été celles de la droite ou de la gauche. Mais même quand vous la trouvez, cette logique, en fait, vous la trouvez après une étude pratique d'une histoire, somme toute, très imprévisible. Bon, alors quelle solution? J'ai une solution à vous proposer pour régler ce problème. En effet, j'ai décidé, pour l'année 2027, de me présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Non, c'est faux. La solution que je vous propose, c'est de vous comporter comme si ces mots n'avaient pas de sens. Alors peut-être que certains d'entre vous continuent de croire à une ontologie de la droite et de la gauche. J'ai des amis qui continuent de croire malgré tout à une ontologie de la droite et de la gauche. C'est vrai qu'on a l'impression que l'égalité ou le mythe de l'égalité est lié à la gauche de façon presque intemporelle. Peut-être. Je prétends pas avoir la vérité absolue aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui je blablate un peu, hein. Mais malgré tout, cette ontologie, je la trouve un peu trop floue pour moi. Elle ne m'aide pas à comprendre l'histoire, elle ne m'a jamais aidé. Quand j'entends dire Macron est de gauche par quelqu'un de droite, Macron est de droite par quelqu'un de gauche, je comprends que visiblement les gens n'ont pas tous la même définition de ces concepts, et donc ça laisse de la place à l'ambiguïté, et moi j'aime pas ça, l'ambiguïté. Parce que l'histoire, elle est déjà très compliquée comme ça. Déjà que le langage est souvent imprécis, alors si en plus on rajoute des mots qui n'ont aucune étymologie, un beau jour il y a des députés de la Constituante qui se sont assis les uns à droite du roi, les autres à gauche du roi. C'est merdique comme étymologie, pas très stimulant comme façon de créer des mots. C'est droite, gauche, c'est symétrique, on voit tout de suite que c'est conventionnel. Ils auraient choisi l'inverse au départ, tout aurait été à l'inverse. C'est vide, il n'y a pas de... la pensée ne peut pas se raccrocher à quelque chose. Et donc ce qui se passe en pratique dans ma vie, c'est que quand quelqu'un prononce les mots droite ou gauche, eh bien, ces mots me passent au travers. Il ne m'en reste rien. J'y suis indifférent. Je ne les juge pas. Je sais qu'ils peuvent avoir du sens en un temps T, en un lieu L. Je comprends qu'on me parle de la gauche allemande des années 50, de la droite française d'avant l'affaire Dreyfus, de la gauche israélienne du Mapai. Ok, là, l'historien que je suis, il peut éventuellement comprendre quelles associations d'idées ont pu avoir lieu, mais uniquement parce que je connais l'histoire. Si je ne la connaissais pas, je serais dans le flou complet. Évidemment, vous allez me dire, quand on dit droite-gauche, on sous-entend la droite aujourd'hui en France et la gauche aujourd'hui en France. Mais là, je parle en tant que vulgarisateur en histoire, quelqu'un qui veut comprendre l'histoire sur le temps long et dans le monde entier. Et c'est là que je me rends compte que je ne peux pas extrapoler sur la base de ces mots, ce qui m'amène à ma conclusion. Droite et gauche, je n'y associe rien d'universel, ce ne sont pas des êtres, ils n'ont pas d'essence au sens métaphysique. Je pense que ça, c'est une certitude. Par contre, j'aime qu'une thèse précise soit formulée, une idée. Je me fiche des étiquettes, mais je suis attentif aux idées. Mon attention se fixe sur elles. Une fois que vous avez ce prisme-là, démontrer qu'Hitler est de gauche devient un sujet inintéressant. Ça supposerait qu'il y a un complexe de droite, lequel est tout aussi inintéressant. Par contre, ce qui m'intéresse, démontrer la nature de l'idéologie choisie par Adolf Hitler. Est-il influencé par le nietzschéisme? Intéressant. Il est antisémite, oui. A-t-il transformé l'antisémitisme? Il en a fait quelque chose de racial? A-t-il des liens avec le darwinisme social? Ça, c'est intéressant, parce que c'est le monde des idées. Et donc on peut faire un petit peu de théorie politique. Là, on a de la chair. On va pouvoir situer les personnages. Et ensuite, étant donné qu'il nous a engendré le pire désastre moral de l'histoire du continent, il est probable, si vous êtes un petit peu de bonne foi, que vous cherchez à vous distancier de ces idées. Il faut dessiner les contours de son idéologie de façon précise. C'est tout un travail. Pour ensuite, si c'est le but, les dénoncer. Parce que c'est là justement qu'il y a une ironie dans cette histoire, c'est que Hitler a beaucoup travaillé sa propagande radiophonique sur ces milieux de droite très anti-bolcheviques, etc. Vous le savez. Il a donné à la droite allemande un visage nouveau qui n'avait jamais été le sien jusqu'ici, pas même en ressemblance. En jouant justement sur cette dichotomie droite-gauche, en instrumentalisant cette logique polarisante par laquelle les ennemis de mes ennemis seraient des simulacres d'amis. Parce que qu'est-ce que la droite et la gauche sinon des associations d'idées?
très forte. Et le résultat aussi, avoir les choses comme ça, c'est qu'on va pouvoir rester ouvert aussi à toutes les références intellectuelles, en acceptant d'accueillir la part de vérité qu'il y a en toute chose. Il faut lire Michel Foucault, il faut lire Proudhon, il faut lire Carl Schmitt, il faut lire Le Patron. Droite et gauche, pour moi, ne sont certainement pas des idées. Mais c'est vrai que peut-être ils sont une dynamique. Ils trahissent une dynamique. La gauche donne l'air d'initier les mouvements et de nous dire que ces mouvements sont bons et qu'il faut la suivre. Elle est plutôt l'élément dynamique. D'ailleurs, à l'époque de la monarchie de Juillet, on ne disait pas gauche et droite, on disait mouvement et résistance. C'est parlant. À gauche, il y a du mouvement, parce qu'on cherche à abolir la monarchie au profit de la démocratie libérale, abolir la démocratie libérale au profit d'un État socialiste, abolir l'esclavage au profit du salariat, abolir le salariat au profit de la socialisation des moyens de production, abolir le droit coutumier au profit de la propriété privée, puis abolir la propriété privée au profit de l'anarchie, abolir la foi au nom de la raison, puis abolir la raison au nom de l'émancipation. On a l'impression qu'elle n'a pas de poids. Elle s'incarne successivement dans différentes entités juridiques ou sociales. Et on a l'impression qu'à côté de ça, les représentants de la droite, ils ont pour métier de traîner les pieds. Leur rôle serait davantage de regretter le passé et donc de stabiliser le présent. D'où la phrase fameuse de Chesterton, je crois, le monde se divise entre progressistes et conservateurs. Le travail des progressistes est de faire des erreurs. Le travail des conservateurs est de s'assurer qu'elles ne soient pas réparées. Évidemment, c'est très polémique, on comprend la logique. Donc peut-être, la politique post-révolutionnaire, ce serait une chose qui marche, vers le mieux ou le pire, mais avec un pied qui gambade et un pied qui boite. D'un côté, les audacieux et les inconscients, et de l'autre, les sages et les poltrons. Cette dynamique, très caricaturale, évidemment, on a pu l'observer parfois. Elle n'est pas toujours vraie, elle non plus. Le fascisme a été une tentative d'introduire une contre-dynamique. Et je pense que la gauche doit tenir à cette façon de voir les choses, puisqu'elle déconstruit tout. Elle déconstruit l'État, l'armée, la religion, la famille, le capital. Mais elle ne déconstruit jamais le rapport droite-gauche, parce que au fond d'elle, elle pense en être l'élément moteur. Mais pour moi, je reste gêné, parce qu'en tant que vulgarisateur en histoire, quand je veux analyser, c'est de points fixes dont j'ai besoin, de points de repère, pas de points mouvants avec des idées qui évoluent. D'où l'intérêt de bien connaître le sens des mots. Le socialisme, c'est quoi? Socialisation des moyens de production. L'antisémitisme, c'est quoi? Le fait de croire que l'histoire juive tout entière, la communauté juive, pendant toute son histoire, avait quelque chose de maléfique. Le fascisme, c'est quoi? C'est la guerre érigée comme finalité de la politique. Vivre dangereusement, disait Mussolini. Vivere peligro so. Je parle pas italien, désolé pour la traduction qui sort un peu du cul. Je pense que c'est important d'associer des définitions fixes à des mots fixes. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment perdu. La gauche et la droite utilisent pratiquement les mêmes mots pour s'injurier l'un et l'autre. Chacun accuse l'autre d'être le vrai fasciste, d'être le vrai antisémite, d'être le vrai raciste, etc. Donc j'ai envie de dire, là vous n'y coupez plus les amis. Si vous voulez vivre à l'époque à laquelle vous vivez, la seule chose qui vous permettra d'avoir un peu de regard critique, c'est de vous intéresser aux idées elles-mêmes. La diabolisation réciproque, c'est très mauvais pour le cerveau. Bon, voilà pour ce petit commentaire. Je prétends pas du tout que ma vidéo est particulièrement profonde. C'était un peu pour vous faire patienter pour la suite. Si vous avez des idées d'épisodes, des idées de sujets d'épisodes, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. En ce moment, je suis en train de méditer sur quel prochain sujet adopter. Donc les amis, allez-y, lâchez toutes vos meilleures idées et j'essaierai d'en choisir une. Je vous rappelle aussi que ma série sur Churchill est toujours en cours. La 4e partie de cette série sera publiée soit aujourd'hui, demain, je vais voir. Cette série sur Churchill est réservée aux adhérents. Vous pouvez adhérer sur l'étoffedunchef.fr ou bien en cliquant sur rejoindre sous cette vidéo. Dans tous les cas, ça vous reviendra à 4 € par mois. C'est une adhésion pour accéder à un contenu privé. Si vous croyez que mon travail vaut la peine d'être soutenu, ça m'enchanterait. Si vous passez par mon site, c'est un peu plus avantageux pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos idées en commentaire. Je serai ravi
de voir les sujets qui vous intéressent vous personnellement. Et je vous dis à très bientôt sur l'étoffe d'un chef.